Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et c'est avec plaisir que je retrouve mon expert ETF Arnaud Gillan, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors, on se retrouve pour notre petit rendez-vous régulier, notre rendez-vous trimestriel, notre point sur le palmarès des ETF iShares disponibles sur Boursorama seulement. Bah oui, et on va faire ce palmarès pour le troisième trimestre 2023. On a d'ailleurs décidé, Arnaud, d'élargir un petit peu notre classement pour mieux vous montrer finalement les plus fortes hausses, plus fortes baisses sur la période écoulée. On va voir d'ailleurs à l'écran la slide qui s'affiche pour montrer ses performances et ses contre-performances qu'on va bien sûr commenter avec vous, Arnaud. En commençant, il s'est passé pas mal de choses sur ce troisième trimestre, notamment dans le secteur de la tech. C'est pas vraiment une surprise. On a notamment notre ETF sur le thème de la blockchain. Il était au top au deuxième trimestre. Alors maintenant, c'est devenu un flop. On retrouve aussi l'indice sur les actions technologiques européennes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors effectivement, le troisième trimestre est plutôt sur une baisse sur ce secteur-là. Ouais. En fait, il y a cette notion de récession qui arrive et qui impacte forcément les valeurs qu'on dit de croissance. Oui. Dans lesquelles il y a une valorisation qui intègre énormément des revenus futurs. Et quand on a effectivement cette phase de récession, les revenus futurs, donc les prévisions sont quand même revues à la baisse. Et donc, on a effectivement un effet qui est un peu plus marqué sur ce type de secteur. On a notamment, quand on garde un prisme européen, notre petit champion européen qui est ASML, qui dans les semi-conducteurs exactement, qui a eu un très beau parcours et donc dont les indices et les ETF ont bénéficié et qui en fait subit une petite correction de par effectivement une baisse de la demande. Okay, c'est une chose. Et puis, il y a effectivement quelques productions un peu idiosyncratiques dans lesquelles il y a des décalages de temps et donc qui effectivement, ont la valeur a un petit peu souffert sur le trimestre. Ça explique à peu près la moitié, malgré tout, de la performance négative de l'indice. Ok, et on voit effectivement le géant TSMC avait averti sur une faiblesse de la demande pour la fin de l'année. Autre habitué de ce palmarès, là, ça va surprendre personne, notre ETF portant sur la Turquie, MSCI Turquie, la Turquie championne toute catégorie de la volatilité. Elle est passée de première place au premier trimestre, de dernière place au deuxième trimestre, puis rebelote à la première place au troisième trimestre. Waouh, pourquoi tous ces changements? Alors, donc, déjà, je pense qu'il faut le rappeler, performance passée ne présage pas. Exactement, et là, c'est un exemple. Ouais. Deuxième fois, c'est vraiment un exemple caricatural de la volatilité. Si quelqu'un me demande la définition de la volatilité, je vais répondre la Turquie. On cite cet ETF. Je vais répondre la Turquie parce que c'est clair. Et effectivement, en termes de contexte, pour savoir si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée de se dire, OK, là, c'est un bon point d'entrée pour y aller, effectivement. On a une situation économique qui est assez particulière. On a une révision en fait de l'inflation autour de 60%, 58%, donc ce qui explique effectivement... on se plaint avec 5% en Europe, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes problèmes. C'est quand même particulier. Oui. Et effectivement, quand il y a des bonnes nouvelles, c'est des très bonnes nouvelles et ça repart à la hausse. Et quand on a des nouvelles un peu plus compliquées, on a des corrections qui sont beaucoup plus violentes. Donc là, encore une fois, ce qu'il faut plutôt garder en tête, c'est de comprendre cette volatilité. Je trouve que c'est bien en fait de faire ce palmarès régulièrement pour pouvoir apprécier le potentiel de variation qu'on a. Ça donne un petit peu de recul aussi. De mesurer son appétit pour le risque. De façon très concrète. Exactement. Et gageons qu'on va le retrouver peut-être dans le palmarès du dernier trimestre. Autre secteur. Pas vraiment de surprise, littéralement plébiscité par les investisseurs. L'énergie, on en a 3 ETF dans les meilleures performances. Et un flop, l'ETF concentré spécifiquement sur l'énergie dite propre, Clean Energy. On voit bien, c'est vrai qu'un peu à l'image de finalement de l'année 2022, cette année 2023, c'est un peu la revanche quelque part des énergies traditionnelles. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On peut le voir comme ça. Après, en fait, c'est effectivement deux histoires très différentes en termes de parcours. Souvent, si on peut se dire l'énergie, du coup, les deux vont bénéficier du renchérissement du prix de l'énergie que tout le monde constate malheureusement. Mais en fait, les histoires sont très différentes et quand on investit là-dessus, c'est bien de comprendre en fait quels sont les facteurs, les clés du succès. Et on est effectivement d'un côté en fait sur des valeurs qui sont plutôt value, dans lesquelles l'extraction fossile on a déjà investi en fait pour cela et on bénéficie du renchérissement du prix de l'énergie.
Donc on rappelle en fait dans le contexte, c'est que on a effectivement ces craintes sur la croissance. Donc normalement la demande devrait s'affaiblir et c'est un petit peu ce que tout le monde projette. Mais en face de ça, on a des prises de décision des acteurs de l'OPEP notamment pour effectivement réguler le prix et donc réguler l'offre et ainsi en fait soutenir le prix des matières premières, de l'énergie et c'est le prix qu'on appelle spot. Donc c'est le prix aujourd'hui et c'est le prix à la pompe qu'on voit. En gros. Et en fait, vous avez ces valeurs qui bénéficient en fait de ce prix qui est soutenu à la hausse, donc toutes les valeurs qui extraquent de l'énergie fossile. Et vous avez en général, si vous voulez, l'intégration d'un prix un peu d'équilibre de long terme, parce qu'on ne peut pas en fait subir des variations tous les jours. Mais effectivement, il y a quand même un bénéfice à ce renchérissement du prix de l'énergie. En face de ça, vous avez les énergies vertes. Donc on connaît en fait le contexte, on sait qu'il y a un soutien très long terme, parce qu'on appelle ça, c'est une thématique de très long terme sur effectivement le financement de la transition énergétique. Et donc on sait que ça va être des valeurs qui vont apporter les solutions nécessaires pour cette transition. Malgré tout, il y a besoin de financement assez fort. Donc c'est-à-dire qu'elles sont à l'opposé, ce qu'on appelle des valeurs de croissance, dont le besoin de financement coûte beaucoup plus cher aujourd'hui avec des taux beaucoup plus élevés. Des taux plus élevés, Et donc du coup, les valorisations pâtissent de ce renchérissement du coût de financement. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs qui explique qu'on ne peut pas bénéficier en fait pleinement du prix de l'énergie plus élevé. Et le deuxième facteur, c'est que ce besoin de financement étant ce qu'il est, les projets ont en général besoin d'avoir de la visibilité et donc d'avoir un prix d'énergie fixé. Et en fait, avant même de déployer son argent pour le financement, elles ont en général bloqué un prix qui en fait était plus bas que le prix aujourd'hui, même si maintenant ça se dégonfle un petit peu. Et en face de ça, elles sont des dépenses, et des dépenses qui sont impactées par l'inflation. Donc en fait, il y a vraiment le double cocktail. L'équation économique n'est pas simple. L'équation est pas simple, en tout cas, n'est pas simple sur le court terme, dans la conjoncture qu'on a eue. Malgré tout, on parle d'un secteur et d'une industrie qui bénéficient quand même de facteurs plutôt positifs à long terme. Donc après... Là aussi, on l'a dit, c'est un palmarès trimestriel. Il faut parfois voir un petit peu plus loin pour voir quelles sont les tendances, et notamment dans le cas de l'énergie, les méga tendances. Un petit nouveau dans ce classement, Arnaud, l'ETF iShares Listed Private Equity. On a parlé dans l'actu bourse, on mettra d'ailleurs la vidéo en lien. Peut-être l'occasion de rappeler rapidement ce qu'on retrouve dans cet ETF, et puis de faire un petit point, parce qu'il y avait là aussi un petit peu de crainte sur le private equity en début d'année. Est-ce que ça s'est dissipé ? Alors, donc, pour répondre au premier volet de la question, il s'agit en fait de sociétés qui investissent dans le monde du private equity en tant qu'investisseurs, et donc qui, à l'intérieur de leur bilan, ont des sociétés qui sont des sociétés non cotées, donc des prises de participation. Et bien souvent, ce sont des acteurs qui vont au-delà du private equity, et donc il y a des notions d'infrastructure, de dette, mais on parle en général d'investissements non cotés. Et donc cette exposition aux investissements non cotés, elle est indirecte dans ce type de structure, parce qu'on est sur un portefeuille d'actions. On reste sur quelque chose d'assez simple et toujours classique et de liquide. C'est bien garder ça effectivement en tête. Exactement. Et effectivement, donc, ce qu'on a connu, qu'il y avait eu effectivement quelques craintes, donc un petit dégonflement, on va dire, de dévalorisation. En fait, le deuxième trimestre a plutôt été très bon pour ce type d'entreprises qui ont affiché des résultats beaucoup plus solides qu'anticipés. Les craintes qu'on avait eues sur le marché en termes de dégonflement et de soit revalorisation à la baisse, soit en fait moins d'investissement. Sur du long terme, en fait, se sont pas matérialisés. On a quand même toujours besoin de financement de long terme assez fort, à cause de ces changements structurels qu'on a évoqués même précédemment sur la transition climatique et d'autres. Et donc le marché du private equity et des marchés privés en général se porte encore bien, mieux qu'anticipé, et donc l'ETF reflète, surprise, voilà pourquoi on retrouve dans le palmarès.
cette bonne performance. Belle résilience du private equity et cet ETF dont je rappelle le nom, Listed Private Equity, là aussi on le mettra en lien. Mot rapide pour finir sur la contre-performance de l'euro Total Market Growth Large. Déjà pareil, il va falloir nous expliquer ce qu'on retrouve dans cet ETF. Est-ce que c'est, on en a parlé un petit peu en début d'émission, la crainte de la récession qui viendrait notamment en Europe un petit peu frapper l'économie? Oui, donc alors la nomenclature de l'ETF fait que c'est très très encadré et donc on a la totale transparence de ce qu'on a à l'intérieur. On a bien des actions européennes qui appartiennent en fait au monde de la croissance. Donc on a en fait divisé le monde en deux de manière très simple. Une partie qui est dite value et l'autre partie qui est de croissance. D'accord. Et donc, il y a la première notion que j'avais évoquée sur la croissance, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui intègrent à long terme une progression de revenus fort, mais qui en face ont en général besoin d'un financement assez élevé et donc qui pâtissent de la remontée des taux. Donc, c'est le premier facteur qui explique qu'en relatif à d'autres valeurs, elles ont un peu plus souffert sur cette remontée des taux. On a effectivement sur taux élevés avec une prévision d'avoir des taux élevés peut-être sur le plus long terme qu'on ne l'avait. Higher for longer, il l'a dit Jérôme Powell. Exactement. Donc ça c'est le premier facteur et ensuite le facteur européen qui par rapport au marché américain c'est un peu moins bien comporté. On a effectivement plus de craintes de récession, en fait c'est même plus des craintes de récession puisqu'on est entré sur certaines zones en zone de récession alors qu'aux États-Unis effectivement on a eu un marché qui est un peu plus résilient. On a effectivement aux États-Unis, une notion de pause de la Fed qui est peut-être un petit peu plus claire que celle en Europe. Et donc, du coup, ça a pesé un peu sur le parcours boursier des actions européennes par rapport aux américaines. Et ben voilà pour ce palmarès décrypté par notre expert ETF Arnaud Gillon. On se retrouve en janvier, Arnaud, pour faire le point sur le dernier trimestre. Avec plaisir. Et ben voilà, merci beaucoup. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.